Monsieur le maire, il est d'usage que le canal local de Grosse-Blie fasse régulièrement avec vous le point concernant les travaux, les dossiers et projets en cours. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui au terme de cette mandature. Premier point, au 1er janvier 2020, la gestion de l'eau est entrée dans les domaines de compétences de la CASC. Quelles implications cela aura-t-il pour les consommateurs que nous sommes, au niveau du service, au niveau du coût? Oui, alors le problème de la gestion de l'eau est le transfert de la compétence de gestion eau, c'est quelque chose qui nous a été imposé par le législateur. À compter du 1er janvier 2020, toutes les communautés d'agglomération devaient prendre à leur compte la gestion de l'eau. Sachant que si on prend le problème de l'eau dans sa globalité, depuis la production d'eau, distribution, puis assainissement, il faut savoir qu'aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre dernier, la production d'eau de Grosse-Blie était assurée par un syndicat intercommunal, Grosse-Blie-Lixin-Moulins. La distribution de l'eau était toujours communale, mais on avait confié cette distribution de l'eau à une entreprise, Veolia pour ne pas la citer. Et ensuite, la collecte des eaux usées, des eaux claires et leur traitement était assuré par la communauté d'agglomération. Toutes les eaux usées de Grosse-Blie aboutissant à la station d'épuration de Sarreguemines-Belferdin. Alors, la compétence qui a été transférée au 1er janvier 2020 concerne la production et la distribution de l'eau. Alors, cette compétence est désormais assurée entièrement par la communauté d'agglomération. Mais lorsque cette compétence a été confiée à des entreprises extérieures, ça le restera jusqu'en 2023. Donc jusqu'en 2023, tous les contrats en cours avec des entreprises privées, tous ces contrats seront maintenus et tout ce qui change, c'est que le maître d'ouvrage, ce n'est plus la commune, le maître d'ouvrage, c'est désormais la communauté d'agglomération. Alors qu'est-ce que ça change au niveau du service et au niveau du prix? Alors au niveau du prix, on a eu une première bonne nouvelle, puisque la communauté d'agglomération a négocié avec les entreprises privées le coût du service rendu. Et comme nous représentons à 38 communes une force beaucoup plus importante que chaque commune isolée, nous avons obtenu, à compter du 1er janvier 2020, donc dès maintenant, une baisse de pas tout à fait 15 centimes d'euros le mètre cube. Donc c'est quand même déjà très appréciable. Donc, première conséquence pour les habitants de Grosse-Blie, il n'y aura pas de hausse du coût de l'eau, il y aura même une diminution de 15 centimes au mètre cube. Pour le reste, rien ne changera. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur la phase d'assainissement des finances du SIDEM et sur la collecte de nos ordures ménagères? Oui, là aussi c'est un sujet assez vaste qui concerne les ordures ménagères dans leur globalité. Il faut savoir que la collecte des ordures ménagères et la gestion des 5 déchetteries, cette collecte et cette gestion est de la compétence de la communauté d'agglomération. C'est traité en régie avec une cinquantaine d'agents qui sont des fonctionnaires territoriaux. C'est d'ailleurs une de mes compétences, la gestion de la collecte des déchets, alors que ce soit les déchets ménagers ou les déchets non ménagers. Ensuite, ces déchets sont valorisés ou alors transformés, et là c'est un syndicat qui s'en occupe, le syndicat du SIDEM, qui regroupe 10 intercommunalités et qui traite les déchets de à peu près 380 000 habitants du territoire. Alors le problème, c'est que le contribuable de Grosse-Blie va payer et la collecte, donc c'est la part qui revient à la CASC, et le traitement, c'est la part qui va au SIDEM. Et ces dernières années, le choix du SIDEM de métalliser et
pour métalliser les produits bio, il fallait organiser un tri en amont. Alors le tri, c'est les 3 sacs dont dispose chaque ménage, les oranges, les verts et les bleus. Alors, il faut savoir que les sacs bleus sont destinés à l'enfouissement ou à l'incinération. Les sacs verts sont destinés à la métallisation, Métavalor, Monsbach. Et les sacs orange sont triés et tout ce qui est dans les sacs orange est recyclé. Alors ça peut être des plastiques, ça peut être des dosettes, enfin tout ce qui est en métal, en alu, etc. Alors tout ça, bien sûr, ça a un coût. Et le coût est surtout lié à la mise en place de toutes les infrastructures nécessaires pour organiser le tri et pour réaliser la métallisation. Donc il a fallu construire des centres de tri, il a fallu construire l'usine de métallisation, et tout ça a entraîné, disons, a plombé un petit peu les finances du SIDEM. Donc le SIDEM a dû faire de gros emprunts pour réaliser ces installations. Et ce sont ces emprunts qui aujourd'hui plombent un petit peu, je dis bien un petit peu, les finances du SIDEM. Pourquoi ? Parce que depuis un changement de gouvernance, depuis un an, pas tout à fait un an, à la tête du SIDEM, on a stabilisé la situation financière. On a même déjà réussi à réaliser quelques économies. Et on est en train de négocier, notamment avec les banques, le refinancement de la dette du SIDEM. Donc ça, ce sont des démarches qui sont en cours et on espère qu'elles aboutiront à alléger un petit peu la dette du SIDEM. Le principal pour le contribuable de Grosse-Bille, c'est que le prix pour lui n'augmente pas. Il n'a pas augmenté depuis 2006, je dis bien depuis 2006. Le taux que paye le contribuable de Grosse-Bille pour les ordures ménagères, collecte et traitement a toujours été de 14,20. Et ce taux a été instauré en 2006 et il a été modifié l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, lorsque nous avons opéré le regroupement avec le territoire de l'Albe et des Lacs. À ce moment-là, eux avaient déjà un taux de 14,50, nous on avait un taux de 14,20, donc on a harmonisé à 14,50. Et depuis on a un taux de 14,50. Alors qu'est-ce que ça représente? Ça c'est des taux en monnaie sonnante et trébuchante. Ça représente quoi? Bien, je prends mon exemple personnel. Pour mon domicile, on n'est pas tout à fait 3 personnes. Il y a mon épouse, il y a moi et puis ma petite fille qui vient assez régulièrement. On paye exactement 303 € par an. Je prends les logements communaux, puisque là j'ai des montants. Dans les logements que loue la commune, le prix des ordures ménagères varie de quelques dizaines d'euros à 140 € maximum, pour des gens qui sont dans des logements. Parce que le taux dont je vous ai parlé il y a un instant, de 14,50, aujourd'hui, il est appliqué sur la valeur locative du bien. Alors, si vous avez bien sûr une grande maison, avec une valeur locative importante, vous paierez peut-être 250, 300, 350 € de taxes d'ordures ménagères. Si vous avez une maison beaucoup plus modeste, ou un appartement de 60 ou 70 mètres carrés ou 80 mètres carrés, vous paierez beaucoup moins. Quelle que soit la composition. La composition du foyer. Qu'il y ait une personne, 2, 3, avec des enfants, 4, peu importe. Troisième point que je voulais aborder avec vous, quelles solutions préconisez-vous pour réduire la prolifération malheureuse des déchets plastiques, surtout qui jonchent la plupart des abords des voies de circulation, les pistes cyclables et même les chemins forestiers? C'est un vaste sujet, j'en conviens. C'est un vaste sujet qui fait surtout appel au civisme des gens. J'allais pas dire des pitariens, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont de passage et qui se débarrassent de sachets plastiques remplis de déchets divers. Alors qu'est-ce que nous on peut faire pour l'instant? Ce qu'on peut faire, d'abord on essaye, à chaque fois qu'on trouve des déchets qui traînent, on essaye de les enlever pour pas qu'il y ait de phénomènes cumulatifs. Ensuite, les corbeilles de propreté sont vidées régulièrement par les services municipaux. Ensuite, lorsque ça devient vraiment trop inquiétant,
on installe des caméras. Ce qui nous a permis assez récemment d'identifier quelqu'un qui déversait régulièrement des quantités des restes de boucherie, ça va jusque-là, entre les deux douanes. Donc on a réussi à identifier la personne, et la personne elle est elle-même de Crosby. Ensuite, il y a les consignes de tri. Ça veut dire que d'ici quelques années, exactement 2022, on pourra accueillir dans les sachets Orange des emballages en plastique qui pourront être recyclés. Donc ça va être mis en place au cours des années 20, 21, parce qu'en 22 ce sera obligatoire. Donc on espère qu'à ce moment-là, un certain nombre de ces plastiques qui polluent notre environnement se retrouveront dans les sachets Orange pour être recyclés. Sur les évolutions récentes de la zone commerciale de Goumla, les travaux de voirie notamment, la circulation, les nouvelles implantations, etc. Oui, alors ce qu'il faut également savoir au départ, c'est que la gestion de toutes les zones économiques, qu'elles soient industrielles, artisanales ou commerciales, sont de la compétence de la communauté d'agglomération. Donc ça ne relève pas de la compétence de la commune. Alors, concernant la zone commerciale de Crosby, lorsque moi je suis devenu maire en 2008, et les années qui ont précédé, les commerces fermaient les uns après les autres. Et face à cette situation, la communauté d'agglomération, parce que c'est une volonté forte d'équilibrer l'offre commerciale sur l'ensemble du territoire, la communauté d'agglomération a donc décidé d'investir dans la zone commerciale de Crosby pour éviter qu'elle ne disparaisse et pour essayer, dans la mesure du possible, d'attirer de nouvelles activités sur cette zone. Et comment faire? Sinon, d'améliorer l'environnement de cette zone. Elle ressemblait plus à un secteur abandonné il y a quelques années. Et la Casque a décidé d'investir pour plus de 2 millions d'euros dans la réfection totale non seulement de la voirie, mais aussi de tous les réseaux, notamment le haut débit. Les entreprises et les commerces demandent aujourd'hui de plus en plus le haut débit. La Casque a également décidé de réaliser une contre-allée pour pouvoir viabiliser des parcelles qui sont situées entre la route départementale et la Sarre. Si bien que si demain, un nouvel investisseur voulait s'installer sur cette zone commerciale, on pourrait tout de suite lui mettre à disposition un terrain. On n'aurait pas besoin d'attendre, parce que si on attend, l'investisseur va voir ailleurs. Alors, les effets qu'il y a eu dans l'immédiat, c'est que il y a au moins 4 nouvelles enseignes qui sont installées. Il y en a 2 qui vont simplement déménager, ils vont rester sur la zone. Je peux les nommer, hein, c'est le magasin Nose et Norma, parce que les affaires fonctionnent tellement bien qu'ils ont besoin de s'agrandir. Mais ils vont rester sur la zone, seulement ils vont changer d'endroit. Ensuite, si je peux prendre l'exemple de l'ancien Vima, il y a un projet également sur cet établissement. Alors donc, si je veux résumer, la Casque avait la volonté de sauver, si je puis dire, la zone de Crosby. C'est, je pense, chose faite, puisque les commerces sont pour la plupart restés, d'autres sont venus compléter l'offre commerciale, et on a, je dis bien, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, on a quelques projets. Il y en a un dont j'aimerais quand même parler, qui existait malheureusement. C'était un projet d'un showroom qui devait s'installer justement sur ce secteur entre la départementale et la Sarre. Et celui qui était à l'initiative de ce projet, c'était Eric Peterman. Malheureusement, il est décédé. Et comme c'était lui le moteur de ce projet, il a été mis un petit peu entre parenthèses. Mais on était déjà allé très très loin dans ce projet, puisqu'on avait déjà rencontré le cabinet d'architectes qui nous avait déjà proposé des esquisses de ce qu'il voulait faire.
Mais avec son décès malheureux, le projet a été abandonné. Pas entièrement, hein, puisqu'on espère toujours que les collaborateurs de l'époque d'Éric Petermann vont reprendre le flambeau. Nous allons aborder avec vous également les projets et réalisations communales plus proches. Alors, différents points. Tout d'abord, les travaux prévus côte des Vignobles et, en corollaire, donc l'aménagement du parking du Brandenbusch. Alors, comme on l'a déjà annoncé dans le dernier bulletin municipal, hein, ce sera le gros dossier de voirie, je pense, pour la prochaine mandature, si tel est bien sûr le choix du conseil municipal. Alors, on a déjà une étude qui nous a été proposée, qui évalue le coût à peu près à 2,5 millions, 2,6 millions hors taxe. Donc, c'est un coût très important, mais qui est nécessaire parce que cette côte des Vignobles est très très dégradée. Alors en quoi ça consiste? C'est une réfection totale de la voirie, trottoir, enfouissement des réseaux et aménagement sécuritaire pour casser la vitesse. Et cet aménagement irait depuis le rond-point en haut de la rue de Forbach jusque et y compris le parking du Brandenbusch. C'est pour ça que nous avons commencé simplement à égaliser un petit peu le parking du Brandenbusch. On n'a pas voulu faire de gros travaux puisque la réfection totale de ce parking sera intégrée à la requalification complète de la côte des Vignobles. Alors, bien évidemment, comme on l'a fait à chaque fois, lorsqu'il y a un projet de voirie, on invite tous les riverains à venir en mairie, à prendre connaissance du projet et à faire part des remarques. Et le bureau d'études et la commune tiendra bien évidemment compte de ces remarques pour aboutir au projet définitif. Alors, toutes les études, les démarches, les recherches de subventions, ça prendra grosso modo entre 6 mois et 1 an. Disons qu'à la fin de 2020, le projet devra certainement être ficelé, on aura peut-être déjà consulté les entreprises et les travaux démarreront probablement, si tout va bien, fin 2020, sinon le gros du chantier ce sera 2021. Voilà. Autre point, les travaux prévus dans les bâtiments communaux, les ateliers par exemple. Alors, vous parlez des anciens ateliers au 8 rue de la Liberté, donc là, on a transformé ces anciens ateliers municipaux en un appartement, enfin, c'est un appartement qui a été complètement refait, et 5 parkings. Et l'appartement est déjà loué, hein, la personne va rentrer le 1er février, et les 5 places de parking sont attribuées, et nous allons là, dans les jours à venir, les personnes auront un courrier les invitant à venir signer la convention pour la location de ces 5 places de parking. Donc ça, bon, c'est très très modeste, hein, mais on n'a pas beaucoup de place au centre-village pour créer des places de stationnement. Alors là où on peut en grappiller 3, 4, 5, c'est toujours ça de prix. Et il y a un deuxième projet qui va dans le même sens, c'est celui de la maison Grimaire. Donc la maison Grimaire, la maison Grimaire, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle se situe rue de la Montagne, à côté des établissements Scopel, comme ça on arrivera à peu près à la situer. C'est une maison qui est en ruine et la commune a fait valoir son droit de préemption lorsqu'on a su qu'elle était en vente. Donc on en a fait l'acquisition et ça permettra ensuite d'avoir un accès vers le Hebel et de créer peut-être là-bas une ou deux constructions, mais surtout du parking pour désengorger un petit peu le centre, ou délester un petit peu le centre du village. Bon, c'est dommage, c'était une maison qui avait un certain cachet, mais tout ce qu'on aurait pu conserver, c'est peut-être la façade avant, parce que l'intérieur est complètement à l'état de ruine. Hein. C'est même dangereux de circuler à l'intérieur de cette maison. Qu'en est-il de la fontaine de la rue de la Montagne, le Hinagaspur, comme on dit à Grosby, qui est à sec depuis quelques mois? Voilà, alors ça intrigue pas mal de gens qui m'ont déjà interpellé la mairie en tout cas. Alors, nous avions engagé des travaux avec une entreprise pour essayer de résoudre le problème.
Et au cours de ces travaux, il s'est avéré qu'un des riverains a eu des dégâts dans sa maison. Alors, ce riverain impute les dégâts aux travaux qui ont été réalisés. Si bien qu'on a saisi nos assurances respectives, des experts sont passés et n'ont pas encore livré leurs conclusions. Donc en attendant, l'entreprise qui est toujours chargée des travaux, puisqu'elle a le marché, a suspendu ses travaux pour ne pas éventuellement aggraver le problème s'il s'avérait que c'est effectivement les travaux pour faire recouler cette fontaine qui sont à l'origine des désordres qu'on a constatés chez un des riverains. Des désordres certains, hein, c'est assez important, mais on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient de là ou pas? C'est les experts qui le diront. Et voilà la raison pour laquelle, pour l'instant, ça ne coule pas, parce qu'on a dû suspendre les travaux en attendant les conclusions de ces experts. En matière d'urbanisme, maintenant, y a-t-il un projet de nouveau lotissement et y a-t-il une demande de terrain à construire au niveau de la commune? Bon, les atouts de la commune sont tellement importants, pas seulement la situation, mais tous les services que les gens trouvent sur la commune, du moins les services de proximité, que la commune de Crosby est toujours très demandée. Alors, une des solutions que peut offrir une commune, c'est de créer un lotissement. Sauf que dans le dernier PLU, on nous a restreint les zones constructibles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de secteurs dans Crosby, il n'y en a plus qu'un seul, où on peut envisager de créer un lotissement. C'est la zone qui se situe entre l'extrémité de la rue des Champs et l'ancien garage Finclair. Et encore, on va jusqu'à la moitié de cette distance. Et là, on pourrait éventuellement créer un lotissement d'une vingtaine de parcelles peut-être. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, c'est pas la principale ni la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de construire ce plateau, qui permet d'accéder à l'actuel lotissement du Ruisseau et qui permettra ensuite d'accéder à ce futur lotissement donc communal. Maintenant, il y a des personnes privées qui peuvent construire également des lotissements ou des immeubles collectifs, mais seulement dans les dents creuses à l'intérieur du village. Les dents creuses, c'est les secteurs qui ne sont pas encore construits entre d'autres maisons. Mais ça, ce sont des privés. Et si le privé ne veut pas vendre ou veut garder pour un de ses enfants la parcelle, personne ne peut le forcer à vendre. Donc la commune elle-même a dans ses projets de réaliser éventuellement cette extension du lotissement du Ruisseau de l'autre côté, sur la partie nord. D'ailleurs, je le répète, c'est le seul secteur où pour l'instant on aurait le droit de construire un lotissement. Ailleurs, on n'a plus le droit. Toutes les autres zones ont été classées zones naturelles. La question suivante coule de source. Quel est le niveau actuel de la population bitarienne? Est-ce qu'elle est plutôt stable, en baisse ou en expansion? Alors malgré les lotissements qui sont construits depuis 2008, on a quand même les 2 tranches du lotissement du Ruisseau, ce qui fait quand même pas loin de 70 parcelles. Malgré cela, la population n'a pas augmenté, mais heureusement elle n'a pas baissé. Donc on a une certaine stabilité de la population de Crosby entre 3370 et 3400, on a des fois dépassé de 1 ou 2 unités. 3401 selon les comptages qui sont faits, parce que les recensements aujourd'hui ne sont plus des recensements généraux, ce ne sont plus des sondages. On recense une partie de la population et après on extrapole et puis on vous donne une population globale. Donc on tourne autour de 3380, 3385, ça dépend, je reçois régulièrement tous les 6 mois à peu près, je reçois des comptages de l'INSEE. Alors ça fluctue très peu, on peut dire que sur les dernières années, il y a eu une stabilisation de la population de la commune. Merci Monsieur le maire d'avoir répondu aux questions du canal local. Alors j'aimerais moi ajouter 2-3 mots, parce que c'est certainement la dernière fois que je m'adresse aux Bitariens en tant que maire, en tout cas. J'aimerais d'abord remercier le canal local pour tout ce qu'il fait pour l'information de la population, mais aussi pour la conservation du patrimoine à travers les archives. Donc j'aimerais remercier
les actuels animateurs du canal local et ceux qui l'ont mis en place. Je pense à l'époque, ça devait être Jean-Marie Slavic qui avait mis ça en place. Et aujourd'hui, bien sûr, celui qui pérennise le plus le canal local, à savoir Bernard Lange. Mais les autres, je ne les citerai pas parce que sinon je risquerais d'en oublier. Donc bravo à eux et j'espère qu'ils vont pouvoir continuer et que la relève sera également à un moment donné là pour pérenniser cet outil d'information qui crée le lien entre les habitants de Roseby. Deuxième chose, j'aimerais là aussi, comme on est encore au mois de janvier, souhaiter une bonne année aux Blitoriens. Alors, je citerai Victor Hugo qui avait dit que les plus belles années de la vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Alors je souhaite à tous les Blitoriens d'avoir une excellente santé ou de retrouver une bonne santé pour pouvoir profiter au maximum de ces belles années à venir. Merci.